grand dialogue. Sigi Kafoba. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Mondial U17, le Mali fait mention honorable, c'est le thème de notre débat de ce soir. Les Aigles cadets viennent de décrocher la médaille de bronze après leur victoire sur l'Argentine lors du match pour la 3e place cet après-midi en Indonésie. Les cadets, les poulains de Soumaïla Koulibaly se sont imposés 3-0 avec 5 victoires et 2 défaites. Les cadets maliens ont fait un parcours honorable malgré l'élimination en demi-finale. Quelle analyse de la participation du Mali à cette Coupe du Monde Indonésie 2023? C'est avec nos invités. Souleymane Bobo Tunkara dit SBT, il est journaliste sportif à l'Essor. Abdoul Dambélé également journaliste sportif à l'Indépendant, et Yacouba Tangara également journaliste sportif à Planète Sport. Sekou Gadigo va modérer ce grand dialogue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Merci d'être là, chers invités. Avant d'entrer dans le vif de ce débat, je voudrais vous faire écouter la réaction du sélectionneur des Aigles du Mali, version cadet, Soumaïla Koulibaly, qui réagit après cette belle victoire de ses poulains sur l'Argentine. Et puis voilà, on a gagné la 3e place. Voilà, je suis content pour les enfants parce qu'ils ont tellement donné dans cette Coupe du Monde là qui ne peut pas rentrer main vide. Dieu merci, on a eu, et puis voilà, je suis vraiment content. Et puis voilà, pour le peuple malien, puis les jeunes quoi. Non, depuis qu'on est arrivé, vraiment, ils étaient derrière nous. Et puis voilà, on a joué un football attractif, et puis voilà, très complet, et puis voilà, plein d'occasions qu'on crée dans les matchs. Vraiment, voilà, on ne peut pas grandir. Ben, vraiment, je dis merci aux supporters indonésiens. Vraiment, depuis notre arrivée, ils étaient là. Vraiment, je suis content. Merci. Souleymane Bobo Tunkara, vous venez de l'entendre, l'entraîneur, le sélectionneur Soumaïla Koulibaly qui est très content, qui salue cette belle victoire de ses poulains. On peut dire qu'on a eu dans l'ensemble une équipe malienne quand même qui a donné satisfaction au public sportif. Oui, tout à fait. Bonsoir d'abord à tous les auditeurs et téléspectateurs de Tamani. Je pense que le coach Soumaïla a parfaitement résumé la situation. Il y a un grand motif de satisfaction, pas seulement parce que l'équipe a remporté la médaille de bronze, mais surtout la manière parce que ces Aiglonnais version Soumaïla Koulibaly ont vraiment produit un très beau football. Ils ont émerveillé tout le monde par la qualité de leur jeu. Ils ont fait un parcours de 5 victoires, 4 victoires, je crois, 2 défaites. Et malheureusement, ils ont été éliminés en demi-finale. C'est là où on peut avoir des regrets, beaucoup de regrets, parce que sur l'ensemble de leurs prestations, sur l'ensemble de ce qu'ils ont montré, je pense que le Mali, cette année, avait de très bonnes chances de remporter la Coupe du Monde. Bon, mais voilà, comme on le dit, les dieux du stade en ont décidé autrement. On ne va pas quand même cracher sur la médaille de bronze. C'est une très bonne performance. Ce n'est pas la première fois qu'on atteint ce niveau de la compétition, parce qu'on a déjà disputé la finale, qu'on a perdu contre le Nigeria. Mais c'est une très belle performance de la part de ces cadets-là. Alors, Abdoul Dambélé, une très belle performance, vous le pensez aussi? Oui, quand on regarde les conditions de préparation de l'équipe nationale, de la CAN jusqu'au mondial, je pense que rentrer avec une médaille de bronze, c'est plus que méritant. Le jeu produit par l'équipe lors de cette compétition, le coach l'a souligné, je peux dire que c'était le plus beau football. Le Mali a produit le plus beau football durant ce tournoi. Rentrer les mains vides, c'était catastrophique, ça serait catastrophique pour nous. Mais Dieu merci, les jeunes ont su réagir après cette défaite en demi-finale contre la France. Ils sont venus motivés pour au moins gagner cette médaille. Déjà à la CAN, ils ont produit du beau jeu. On a vu, ils ont perdu la demi-finale contre le Maroc. C'était au tir au but. La 3e place, on l'a perdue face au Burkina Faso. Après une bonne CAN, on est rentré les mains vides. Je pense qu'au niveau de la Coupe du Monde, les jeunes ont encore rehaussé leur niveau de jeu.
Ils ont montré tout leur potentiel. Je pense que cette médaille, c'est vraiment mérité. C'est vraiment mérité, vu le parcours des jeunes durant cette compétition. Alors, médaille méritée, on est tous d'accord. Hein. Quand on voit l'équipe malienne, c'est 18 buts marqués, si je ne m'abuse, hein, pendant toute la compétition. Rarement on a vu une équipe aussi efficace. Est-ce à dire aujourd'hui que nos encadreurs, nos formateurs sont en train de préparer nos jeunes à l'efficacité? Oui, moi je pense que Ismaïla, comme le jeune frère l'a dit, Ismaïla a beaucoup de mérite. Hein. Il a beaucoup de mérite parce que quand on voit la façon dont il a bâti cette équipe, déjà au départ, il a ratissé large, il est allé jusque dans les quartiers pour prendre des joueurs. Et ensuite, petit à petit, il a sélectionné les meilleurs. Il a fait plusieurs étapes de sélection à travers les matchs amicaux qu'il a organisés. Et ensuite, il y a eu la CAN qui lui a permis encore de tamiser le groupe. Et à l'arrivée, il a sorti un effectif compétitif qui a été renforcé ensuite, après la CAN, par quelques éléments pour la Coupe du Monde. Donc, dans l'ensemble, c'est une équipe qui regorge vraiment de beaucoup de talent. Une équipe qui, on peut dire, a commencé à se connaître, a commencé à devenir une vraie sélection. C'est extrêmement important. Un groupe complémentaire dans pratiquement toutes ses lignes. Quand on regarde également un peu, pour revenir un peu sur le parcours de cette équipe, on sait que dès le deuxième match, on a quand même perdu le meilleur buteur de l'équipe, qui a pris un carton rouge et qui a été suspendu 3 matchs, oui. Et qui n'a finalement retrouvé le groupe en demi-finale. Oui. Et Soumaïla, il a joué pratiquement il a joué 3 matchs sans attaquant de pointe. Donc il est quand même arrivé à réajuster son groupe, comme le fait si souvent, comparaison n'est pas forcément raison, comme le fait si souvent Pep Guardiola à Manchester City. Il joue sans attaquant, mais il arrive à marquer des buts. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe qui marquent. Je me rappelle par exemple contre le Canada, il y a 5 buteurs qui ont marqué. On a gagné 5-1 et les 5 buts ont été marqués par 5 joueurs différents. Donc aujourd'hui aussi, il y a eu 3 buteurs différents, et certains se sont comportés, se sont illustrés de façon régulière. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire à chaque match, ils ont donné, soit ils ont marqué ou ils ont fait marquer. Ça, c'est extrêmement important. Ça prouve une certaine régularité. À ce niveau, c'est pas très courant de le voir. Et le match d'aujourd'hui m'a tellement séduit que moi, je considérais l'Argentine jusque-là comme l'une des meilleures équipes de cette Coupe du Monde. L'Argentine a été éliminée par l'Allemagne, mais on a vu ce jour-là comment les Argentins ont dominé le jeu. Et surtout, on a vu que l'Argentine, l'Argentine dispose dans son groupe d'un redoutable buteur, Echeverri, qui a marqué 8 buts. Je pense qu'il est pour le moment le meilleur buteur du tournoi. Aujourd'hui, il a été complètement muselé par la défense malienne. Donc, beaucoup de choses positives. On ne va pas s'enflammer parce que ce sont les cadets. On a déjà vu d'autres générations, je ne dirais pas qui étaient meilleures que ces cadets, mais qui avaient également beaucoup de bons joueurs. Mais malheureusement... On va en parler. Nous avons vu des générations par le passé qui étaient en tout cas très bons. Oui. Yacouba Tangara, vous êtes journaliste sportif, vous vous intéressez particulièrement au football des jeunes. Comme l'a dit SBTS, qu'on peut dire qu'on peut avoir un petit regret quand on regarde l'ensemble du parcours de l'équipe malienne. On peut se dire il y avait de la place pour aller chercher ce trophée-là. Salut à tout le monde. D'abord, moi, je salue ce parcours de l'équipe nationale 17 malienne qui vraiment m'a beaucoup surpris, malgré que moi, je connaissais le potentiel dont dispose cette équipe malienne. Mais d'une manière globale, je pense qu'il y a un petit regret, oui, parce qu'il y avait de la place pour aller chercher cette finale. Hein. Mais je crois que la profondeur du banc malien n'était pas extraordinaire. Je ne peux pas dire que les remplaçants n'étaient pas à la hauteur, mais en globalité, il y a certains remplaçants qui n'arrivaient pas à produire les mêmes performances des titulaires. Donc je crois que cela a un peu joué dans la balance à l'arrivée.
Mais moi, personnellement, je salue cette performance de Soumaïla Koulibaly et ses poulains qui ont vraiment honoré pas seulement le Mali, mais l'Afrique tout entière. Parce que, imaginez-vous, c'est vrai, la France élimine le Mali, mais la France avait déjà éliminé 2 équipes africaines, le Burkina Faso, dans un match de poule, parce qu'ils ont gagné 3-0 et puis le Sénégal en tir au but. Donc, je crois que le Mali, pour l'instant, a été l'unique équipe qui a marqué contre cette équipe française qui a une très bonne défense. Je pense pour l'instant 10 buts marqués, un seul but encaissé. Et ce sont les Maliens qui ont marqué ce but contre les Français. Mais oui, on aurait pu aller chercher la finale, mais on ne doit pas cracher sur cette médaille de bronze. Pour moi, ça reste une première aussi. Même si l'équipe malienne a fait mieux en 2015 en se hissant en finale, même si on a perdu face au Nigeria avec les U15 les U17 conduits par Baïba. Comment vous expliquez cette efficacité de l'équipe malienne? Nous avons vu presque, je crois, près d'une vingtaine de buts, 18 buts si je ne m'abuse, avec beaucoup de buteurs dans cette équipe. Comment vous l'expliquez? Oui, c'est très simple à comprendre parce que Soumaïla, il a fait confiance à des joueurs qui sont forts devant. Hein. Quand tu prends Ibrahim Diarra, le capitaine, qui a 5 buts, je crois, en 7 matchs, tu vois, il n'est pas attaquant fixe, alors que lui, il peut jouer milieu, mais il a responsabilisé sur les côtés. Sinon, Ibrahim Diarra, en réalité, en temps normal, il est meilleur pour moi, même dans le cœur du jeu. Mais tu vois, il est polyvalent. Quand tu prends Mahmoud Bari, c'est la même chose. Maintenant, devant, il y a aussi Kanaté Ibrahim qui a vraiment été très bon dans l'ensemble, dans la percussion. Mamadou Doumbia qui, à mon avis, peut avoir des regrets parce que si Mamadou Doumbia, à mon avis, avait enchaîné 7 matchs, il aurait pu être parmi les meilleurs buteurs. Mais là, il sort avec 4 buts en 3 matchs à peu près. Bon, ça veut dire que réellement, la division offensive du Mali était vraiment composée par des joueurs très talentueux. Il y a Antia aussi, même si lui n'a pas inscrit trop de buts, mais en réalité, il a aussi parfois donné de l'inspiration dans le jeu malien. Mais tout cela repose sur un milieu qui avait vraiment pris de la hauteur par rapport à tout ce qui s'est passé comme production de jeu et remontée de balles. Je pense à Amidou Makalou, l'un des meilleurs milieux du tournoi, et aussi à Sekou Kone qui ont vraiment été à la hauteur. La défense, oui. Mais à long terme, je crois qu'on doit travailler sur la gestion de l'émotion parce que les joueurs, souvent, ils n'ont pas pu gérer de ce côté-là. Ce qui explique ces 2 cartons rouges, à mon avis, évitables. Hein, parce que si on n'avait pas pris le carton rouge, par exemple, face à l'Espagne, on aurait gardé notre meilleur buteur jusqu'au bout de la compétition. Ensuite, en demi-finale aussi, avec ce carton rouge de Sanoko. À mon avis, qui a été le tournoi du match, hein, parce que la France, je pense que dans le jeu, la France n'allait pas marquer. Hein. Ça allait être très compliqué pour que la France puisse marquer dans le jeu. Ils se sont profités de cette première situation standard en égalisant puis un autre coup franc et ils ont mis ce deuxième but là. Donc ça veut dire qu'on doit travailler sur ces 2 côtés, les balles arrêtées, mais aussi la gestion de l'émotion dans les matchs parce que souvent les jeunes ils perdent leur nerf dans un certain match électrique. Donc ça doit être pris en compte par les éducateurs au niveau des centres de formation et écoles de football. Justement, vous l'avez dit, hein, nous avons remarqué que sur le plan psychologique, en tout cas que ce soit cette génération ou les générations passées, souvent nous péchons par, en tout cas, ce manque, cette difficulté à gérer nos émotions à un certain niveau des tournois. Est-ce qu'aujourd'hui, Abdoul Dembélé, on peut dire que nos encadreurs ne sont pas assez formés dans ce sens ou bien n'ont pas assez de compétences dans ce sens? Parce que la formation psychologique aussi est importante pour des jeunes de cette catégorie. Certes, la formation psychologique est importante, mais je pense qu'il y a cette défaillance au niveau des centres de formation chez nous. Parce qu'on se base beaucoup plus sur l'aspect technique et physique des joueurs, sans tenir compte de l'aspect psychologique. Et ce sont des trucs, je pense que ça va venir dans les années à venir. Déjà, nos centres de formation,
les conditions de création des centres, je pense qu'on doit revoir, c'est à ce niveau qu'on doit revoir. Très généralement, les centres sont créés uniquement pour produire, former les jeunes au beau jeu, ensuite les vendre. Maintenant, l'aspect psychologique, ça compte beaucoup. Parce que pratiquement, quand on regarde les générations de 2015 à nos jours, nous, on a été pratiquement sur... on a fait des bonnes compétitions de 2015 à nos jours au niveau des jeunes. Mais arrivé à un certain niveau, on voit que ces jeunes-là, on ne les voit plus. Pratiquement, ces jeunes, on ne les voit plus. Mais contrairement aux autres centres de formation, quand on prend les jeunes qui sortent de l'académie Jean-Marc Guillou, on voit que ce sont des jeunes qui sont mûrs, non seulement techniquement, physiquement, mais mentalement, ce sont des jeunes qui sont très mûrs. Mais contrairement aux autres centres de formation, je pense que l'aspect psychologique, c'est petit à petit, ça va venir. On est trop pressé de créer les centres de formation pour pouvoir vendre les jeunes et faire des bénéfices. Est-ce que vous voulez dire ici que quand vous parlez du centre Jean-Marc Guillou, où on trouve des jeunes qui ont en tout cas une certaine assise psychologique, au contraire d'autres centres, est-ce que vous voulez dire que les centres n'ont pas les mêmes normes ici au Mali? Oui, je pense que les centres n'ont pas les mêmes normes. Parce que pratiquement, j'ai eu à fouetter comme le doyen est là. Je ne sais pas au Mali s'il y a des textes qui sont là pour la création des centres de formation. Parce que pratiquement, j'ai mon confrère Souleymane Koulibaly qui a préparé son mémoire sur ces thèmes, mais il dit qu'il a cherché en vain. Moi-même, j'ai eu à chercher, mais je n'ai pas vu des documents, des textes qui encadrent la création des centres de formation au Mali. Mais peut-être on n'a pas bien fouetté, le doyen est là, il peut nous donner plus d'informations. Si on sort même du cadre des centres doyens, est-ce que même au niveau des sélections nationales, est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour préparer les joueurs psychologiquement, comme nous avons des kinés, nous avons des préparateurs de gardiens et autres. Est-ce qu'il y a au sein du staff des gens qui sont là pour la préparation psychologique? Oui, mes décadés ont marché sur ma langue par rapport à la gestion de l'émotion. C'est un problème fondamental au sein des sélections maliennes. Moi, je pense qu'il y a d'abord il y a quelques explications. D'abord, il y a le fait qu'on n'a pas de spécialistes pour ça. Secondo, il y a l'environnement de ces sélections. Moi, même au niveau des aigles seniors, moi, je souvent, je ne dis pas ça parce que je suis contre telle ou telle personne. Souvent, je vois des gens dont on ignore complètement la fonction, qui sont dans l'environnement de l'équipe, qui sont souvent sur le banc. On ne sait même pas pourquoi ils sont là. Oui. Ils n'ont aucune qualification, mais ils sont là. Donc, tout ça, on n'en tient pas compte. On a perdu beaucoup de finales, beaucoup de demi-finales à cause de ce genre de situation. Moi, quand l'équipe s'est qualifiée, pour revenir à ces carrés-là, quand ils se sont qualifiés pour la demi-finale, la première remarque, la première inquiétude, le premier souci que j'ai eu, c'était quel est le discours que le staff technique va tenir à ses enfants. Ça, c'est la première question que je me suis posée. Parce que, compte tenu de la situation actuelle entre le Mali et la France, j'ai dit, j'espère surtout que Soumaïla et le reste du staff ne vont pas parler de la France en tant que France à ces enfants-là. Qu'ils leur parlent simplement du football, rien que du football. Ils ont en face une équipe de France comme toutes les autres équipes qu'ils ont rencontrées, pas de problème. Mais malheureusement, j'ai dit malheureusement parce qu'après j'ai écouté des interviews, je me suis rendu compte qu'à travers ce que les joueurs même ont dit, qu'on leur a dit quelque chose par rapport à la France. Quand j'entends par exemple Mamadou, ouais, la France c'est la France, nous sommes le Mali. Oui. Non, lui n'est pas le Mali. Oui. Il est là-bas pour un football, pour jouer une demi-finale, pas contre la France en tant que pays, mais contre une équipe française de même catégorie. Donc la préparation psychologique, elle est extrêmement importante. Ça peut expliquer cet excès d'engagement même. Regarde, c'est que moi je suis pas. Le carton rouge qu'on a eu. Même aujourd'hui, quelqu'un. Bon, les supporters, je comprends les supporters, ils disent ah ouais, en Ambarala, contre la France en Ambarala, même l'autre contre l'Espagne en Ambarala, parce que carton rouge, drame. Mais quand vous regardez ces actions-là, comme Yacouba l'a dit, mais ce sont des cartons rouges amplement justifiés et tout à fait évitables. Comme il a dit, c'était des cartons qu'on pouvait éviter. Même aujourd'hui, on a pris des cartons jaunes incroyables.
excès d'engagement, parce qu'on ne parle pas suffisamment, ça n'engage que moi, parce qu'à mon avis, on ne parle pas suffisamment à ces enfants. On ne leur parle pas. Et même au niveau des seniors, souvent, on leur tient des discours qui n'ont rien à voir avec le football. Donc, il va falloir revoir tout ça, remettre le football dans son contexte et surtout ne pas s'enflammer et ne pas oublier même les petits détails quand on s'approche de la finale. Malheureusement, à chaque fois que ça arrive, on oublie les détails élémentaires, les détails qui font toujours la différence. Voilà, donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup de regrets par rapport à l'élimination de cette équipe-là. Il y a beaucoup de regrets, franchement. Parce que quand vous voyez le fond du jeu, quand vous voyez le football que l'équipe pratique, quand vous voyez le parcours, le nombre de buts, les potentialités qu'il y a dans l'équipe, franchement, il y avait de la place cette année pour aller chercher la Coupe du Monde. Oui. Bon, j'espère qu'on va tirer tous les enseignements nécessaires et qu'on va continuer, les défaites là vont continuer à nous faire grandir. Il y a des regrets, d'autant plus que quand on regarde nos équipes, après de telles performances, on s'attend quand même qu'elles montent en puissance. Par exemple, pour cette équipe, on s'attend qu'elle se qualifie automatiquement à la CAN des juniors et même pour le mondial. Mais souvent, il arrive que, après de telles performances, cette équipe n'arrive même pas à se qualifier pour la prochaine CAN de la catégorie. Yacouba Tangara, quelle explication vous donnez à cela? C'est très simple à comprendre, parce que chaque fois chez les catégories de jeunes, c'est une nouvelle équipe qui arrive. Maintenant, ça dépend juste de la façon dont les coachs, les sélectionneurs de chacune de ces formations procèdent pour retenir ces joueurs. C'est-à-dire comment ils font leur choix. Tu trouveras certains coachs qui vont chercher, je te donne juste un exemple. Un coach qui prend par exemple 3 gamins dans une seule académie, 3 gamins très très forts. C'est plus facile pour ces 3 gamins de s'adapter vite que par exemple quand tu as droit à 21 joueurs et que tu vas chercher 21 joueurs dans 21 centres différents. C'est comme si tu vas composer une nouvelle équipe. C'est difficile. Bon, ça ne peut pas dire que ça. Moi, je ne veux pas dire que ça ne peut pas marcher. Des fois, ça peut marcher, mais il y a plus de chances que quand tu retiens quelques éléments essentiels dans certaines académies de référence, pour moi, c'est plus simple à gérer. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect... Oui, mais ce que moi, je voudrais dire, Yacouba Tangara, par exemple, pour la prochaine CAN des moins de 20 ans, quel que soit le sélectionneur qui sera là, je pense qu'il doit se baser sur l'ossature de cette équipe. Il ne doit pas avoir de difficultés à mettre en place une équipe et avoir des difficultés à se qualifier. C'est ce que je voudrais dire. Oui, j'ai pari fort, par exemple, si Soumaïla, automatiquement, moi, à la place du président de la fédération, j'ai reconduit d'abord Soumaïla Koulibaly, en raison de ce qu'il vient de réaliser comme performance exceptionnelle pour moi. Alors, si tu retiens Soumaïla Koulibaly et son staff, par exemple, forcément, Soumaïla va se baser sur ça. Mais quand tu amènes, par exemple, un autre sélectionneur à ce niveau, avec les U20, forcément, il va essayer de prendre quelques éléments, mais est-ce qu'il aura la même vision, la même philosophie que Soumaïla? Pour moi, c'est difficile à répondre. Donc, alors, ceci étant, quels que soient les coachs qui arrivent, forcément, il y a des joueurs qui sont là, qui méritent d'être sélectionnés. Mais cela, je crois qu'aucune place ne doit être garantie aussi, parce qu'il ne faut pas penser seulement à cette performance. Dans 2 ans, il se pourrait que certains d'entre ces jeunes-là que tu vois là ne pourront pas s'imposer dans les clubs d'accueil. Club d'accueil, ça veut dire quoi? La majorité ira chercher, il pourrait aller signer quelque part en Europe. Maintenant, si tu pars en Europe, c'est une nouvelle vie qui commence, c'est des nouvelles façons de faire qui commencent. Donc, il faudrait s'imposer dans un premier temps au sein de ton équipe en gagnant du temps de jeu, quelle que soit la catégorie que tu vas intégrer. Maintenant, si tu n'arrives pas à t'imposer là-bas, même si on te retient, forcément, les joueurs ne pourra pas reproduire les mêmes performances qu'on a connues de lui avec les U17. Voilà un peu le problème. D'accord. Donc, c'est vrai, tu peux retenir la majorité, mais cela doit aller en symbiose avec l'état des formes du joueur et du moment. Et tu trouveras que certains joueurs n'ont pas eu la chance d'intégrer ces groupes, mais pourtant ils méritent. Le Mali est tellement plein de talents que c'est pas possible. Moi, je connais des joueurs qui auraient pu faire partie de ces groupes et qui, pour moi, sont meilleurs que certains qui étaient sous le banc. Moi, je les connais. Donc, ça veut dire que ça va dépendre un peu des meilleurs du moment, mais aussi du choix du coach
mais aussi du degré d'engagement et de préparation des adversaires, parce que c'est une phase zonale qui doit commencer d'abord. On commence par une phase de zone au niveau de la zone IFOA A, en cherchant notre biais depuis là. Maintenant, si tu tombes sur une équipe bien préparée que toi, donc des fois, ça peut être subtil, désagréable, donc on ne sait pas ça, mais de toute façon, le Mali a tellement de talent qu'aujourd'hui, on n'a plus droit à l'échec à ce niveau. Donc, on doit voir autre chose, mais tout dépend d'une bonne organisation au sein de toutes les équipes des catégories. D'accord. Abdoul Damel, êtes-vous d'accord avec partagez-vous cet avis de Yacouba Tangara? Oui, bon, je pense tout d'abord que reconduire Soumaïla, ça peut être une bonne chose. Mais quand on le reconduire comme sélectionneur des U17 ou bien des U20. Ok. U20, pour qu'il continue avec la même génération. Oui. Mais comme Yacouba l'a souligné, un joueur, tu peux être brillant au niveau de la catégorie cadette, mais au niveau junior, si le joueur a fait un transfert, s'il ne parvient pas à s'imposer, il peut y avoir aussi des blessures. On voit chaque étape, oui. Le football évolue au niveau de chaque étape. Il faut que les joueurs aussi essayent d'évoluer avec ce jeu-là. Oui. Bon, je pense que reconduire pratiquement ou bien prendre l'ossature de cette équipe cadette pour l'équipe nationale junior, ça va dépendre de la période de sélection. Du début du tournoi zonal, comme Yacouba l'a si bien dit. Parce que pour être qualifié à la CAN, d'abord, il faut être finaliste du tournoi IFOA. Oui. Alors, pour participer à la prochaine Coupe d'Afrique Junior, je pense que c'est aux joueurs maintenant de rester constants dans ce qu'ils produisent tous les jours, maintenant pour pouvoir prétendre à une place au niveau de la catégorie junior. C'est une chose, c'est pas facile, mais je peux dire que c'est pas aussi difficile. Alors cette constance, Yacouba le disait tantôt, ça dépend aussi de les semaines, les mois à venir, le choix que ces joueurs-là feront. On entend déjà que certains sont scrutés par des clubs. Est-ce qu'on doit les laisser partir comme ça ou bien il faut les garder pour continuer avec la formation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on doit les laisser partir parce que déjà, le football, c'est un métier. Les jeunes jouent au football pour pouvoir gagner quelque chose. C'est devenu un métier. Ici, au Mali, quand on regarde même les grands clubs, on sait que les joueurs ne gagnent pas beaucoup. Alors, laisser les jeunes partir, je pense que c'est bien. Mais il faut que les centres, maintenant, jettent tout le temps un coup d'œil sur le parcours du joueur. Parce que le joueur, tant que le joueur joue, tant que le joueur est à son niveau, chaque transfert, les centres de formation en bénéficient, oui. Gagnent quelque chose. Il faut que les centres-là inculquent ça dans leur mentalité. Au moins, suivre les jeunes. Par exemple, Diarra, qui est sollicité par le FC Barcelone, Yacouba l'a si bien dit, quand il va partir, tout d'abord, la première des choses à faire, c'est de pouvoir s'intégrer à l'équipe I-17 ou bien I-18 du Barça pour pouvoir prétendre à une autre sélection au Mali. Mais étant même le capitaine de l'équipe cadette, s'il va au FC Barcelone, c'est pas à cause parce qu'il est au Barça forcément qu'il sera sélectionné. Alors il faut qu'il le prouve, quelle qu'en soit la catégorie où le joueur maintenant va intégrer. C'est parce que déjà les entraîneurs ont déjà une idée du temps de jeu des jeunes dans ces clubs-là. Mais je pense que les centres doivent accompagner les jeunes. Okay. Ils doivent être au contact permanent. Même s'ils vendent ces jeunes-là, il faut qu'ils soient en contact permanent avec les jeunes et aussi avec le club. Ok. Suleiman Bobo-Toungara, est-ce qu'il ne faut pas être regardant sur les destinations que peuvent prendre ces joueurs-là dans les mois à venir? Non, dans le football moderne, ça c'est impossible. On ne peut plus retenir un joueur comme on ne peut plus choisir sa destination. Oui, mais il ne faut pas qu'il aille n'importe où. Oui, mais seulement on n'a pas ni la fédération, ni les clubs, ni même les parents de joueurs n'ont vraiment les moyens maintenant d'empêcher le joueur d'aller où il veut parce que, comme le jeune frère l'a dit, c'est une question d'argent, c'est une question de... Le football est devenu maintenant comme une industrie. Cela dit,
Je suis d'accord aussi avec lui que conduire systématiquement Soumaïla, ça peut ne pas être la bonne formule parce que cette génération-là, c'est fini là, c'est fini. La campagne a commencé avec UFOA, ensuite la CAN et puis le mondial. Oui. Donc, ce n'est pas certain que ce groupe-là continue à évoluer ensemble, surtout que, comme lui-même l'a si bien dit, ils vont prendre des destinations différentes. Donc, dans des championnats où peut-être ils n'évolueront même pas à leur poste, au poste qu'ils occupent en sélection. Et s'il y a déjà un sélectionneur national des juniors, maintenant, c'est à lui d'avoir un œil sur ces éléments-là. Donc, pour renforcer son groupe avec. Mais dire qu'ils peuvent monter à l'état supérieur avec leur entraîneur, ça a pourtant marché. Quand on prend l'exemple de la génération de Seydou Keita, Mamadou Djaradila, des cadets, ils ont monté ensemble à la catégorie junior avec le même sélectionneur, Mamadou Koulibaly, de l'époque. Oui, mais il faut un suivi. Oui. Mais ce n'est pas forcément parce qu'à l'époque des Seydou et maintenant c'est pas la même chose. Maintenant il y a plus de compétitions, même la nature des compétitions a changé. Donc les clubs ont beaucoup évolué. Avant on n'acceptait même pas le transfert des joueurs avant 17 et 18 ans. Maintenant tout ça c'est possible. Les grands clubs les font évoluer, les font signer des contrats qui ne sont pas des contrats pro. Donc il y a tout ça qui fait que les choses ont beaucoup changé. Vous allez voir que ces jeunes-là, beaucoup d'entre eux vont déjà partir dans les grands clubs, soit en Europe ou ailleurs. Donc, ils ne seront pas forcément en contact avec la sélection. Donc, on peut garder un œil sur eux, tout en ayant en tête que on ne peut pas forcément les garder tous pour l'équipe nationale. Parce que Yakou a dit quelque chose aussi qui est extrêmement important. Il dit que lui-même, il connaît 2 joueurs qui ont leur place dans cette équipe. Il a parlé du profondeur aussi du banc. Donc, c'est pour vous dire que souvent, c'est des coups de chance qui font que certains se retrouvent en équipe nationale. Oui. Vous voyez, par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est le cas de Mamadou Doumbia. Il prend un carton rouge dès le 2e match et puis il n'est plus là. Oui. Et vous voyez, le Soumaïla, il a joué l'équipe type dans son 11 de départ de la demi-finale. Mamadou Doumbia n'était pas là-dedans. Oui. Parce que justement, les joueurs qu'il a intégrés à sa place l'ont valablement remplacé. Oui. Donc, se sont intégrés. Il y a eu une complicité entre le groupe. Donc, Mamadou Doumbia, lui, il n'avait plus sa place là-dedans. S'il l'avait intégré, il allait complètement bousculer, il allait complètement chambouler le jeu de son équipe. Donc, c'est pour éviter tout ça. Donc, c'est pour vous dire qu'en 1 ou 2 matchs, les choses peuvent aller très vite. Il faut garder un œil sur eux. Au risque de me répéter, en ayant en tête qu'on on ne peut pas choisir leur destination pour eux. Alors, Yacouba Tangara, on l'a dit souvent, c'est souvent du gâchis quand on regarde nos sélections de jeunes, voilà, dans les catégories cadets, juniors. Mais au moment de devenir senior, ces jeunes-là, on les perd. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour ne pas perdre cette génération? Bon, l'équation est un peu difficile à équilibrer. Moi, ça, je ne vous cache pas. On est tous unanimes qu'il est impossible de gérer la destination de chacun de ces joueurs. Il ne peut pas avoir de politique au niveau de la fédération ou même du département pour ça? Bon, pour moi, c'est très difficile. Mais tout ce qu'on peut faire, quand même, moi, j'ai une proposition. Et la proposition, elle est simple. Chaque joueur doit avoir un bon environnement, un conseiller. C'est-à-dire, le conseiller, c'est quoi? C'est-à-dire, lui, il peut diriger un peu... comment on appelle, pas forcément les actions du joueur, mais il peut lui conseiller dans les choix, mais aussi par rapport à l'évolution du joueur, par rapport à l'alimentation, par rapport à la vie sportive, parce qu'il y a certains joueurs, quand ils signent un premier contrat pro tout de suite, ils ont quelques millions, leur rêve, c'est pas d'aller au sommet. Alors que quand tu veux aller loin, il faut se fixer déjà un rêve depuis à bas âge. Ce rêve, c'est quoi? C'est que moi, par exemple, je vais remporter les ballons d'or européens. Vous voyez, c'est un grand rêve. Un joueur qui veut remporter les ballons d'or, est-ce que ce joueur va dormir sur ses lauriers? Non. Il va travailler tout le temps, même s'il commence avec un petit club en Espagne, en Belgique, en France, il va finir pour intégrer
un grand club parce que lui, il rêve déjà de remporter les ballons d'or à bas âge. Donc forcément, quand tu rêves de faire ça, il va falloir intégrer une grosse écurie, c'est-à-dire une très grande équipe. Donc, c'est comme ça que le joueur peut métamorphoser, peut exploser au fil du temps. Mais si, par exemple, un joueur rêve tout de suite de construire une villa à Bamako, et s'il a 200 millions, il a construit 2 villas à Bamako, est-ce que ce joueur-là, il va travailler pour remporter le ballon d'or? Non, parce que ce n'est pas ça son rêve. Lui, son rêve, c'était juste de construire une maison. Il l'a fait. Forcément, il va baisser les bras, il ne va plus progresser, il ne va plus chercher à intégrer une très grande équipe, il ne va plus chercher à remporter la Coupe d'Afrique avec son pays parce que ce n'est pas ça son rêve. Alors qu'il y a certains joueurs, depuis à bas âge, ils vont se dire, ah, écoutez, le Mali n'a jamais remporté une Coupe d'Afrique chez les seniors. Moi, mon rêve, c'est d'être le premier joueur à remporter avec mon groupe la CAN des seniors. Vous voyez, c'est un très grand rêve. Donc voilà ce genre de choses qui peuvent faire que le joueur va aller au sommet. Mais si ce n'est pas ça, forcément, si tu as des ambitions limitées, tu n'es pas dans un bon environnement, tu ne mènes pas une vie sportive, même si tu as le talent de Cristiano, tu ne vas jamais arriver à bon port. Moi, je connais par exemple un Portugais, j'ai regardé un documentaire sur le joueur portugais le plus talentueux. Ce n'était pas Cristiano Ronaldo, c'était un autre joueur, j'ai oublié un peu son nom, mais tu peux aller chercher à regarder ce documentaire. Cristiano lui-même, en conférence de presse, a dit que lui, les gens disent que lui, il est talentueux, mais ce joueur était plus talentueux que lui. C'est Cristiano lui-même qui dit ça. Mais ce joueur n'est jamais arrivé à rester, à jouer, même dans un club de Ligue 1 en France, par exemple. Partout où il a été, il a échoué. Il est même venu en Angola, dans les documentaires. Il n'a pas pu se mettre même en Angola tout près. Finalement, il a fini par devenir un drogueur. Tu vois, parce qu'il n'était pas ambitieux, il ne vivait pas dans un bon environnement, il n'avait pas de bons conseillers. Donc, ça veut dire que le joueur doit vivre dans un environnement sain et avoir de très bons conseillers, quel que soit son talent. Le talent constitue un pourcentage dans la réussite d'un footballeur. C'est 30%, 35%, les gens peuvent donner n'importe quel pourcentage qu'ils souhaiteraient donner. Mais moi, je trouve que l'environnement, une bonne vie, une hygiène de vie, une bonne alimentation occupe aussi des places très, très importantes. Dans la vie d'un footballeur. Donc, voilà des choses comme ça qui peuvent aider les joueurs à aller très, très loin. Sans quoi, sinon, on ne peut pas les canaliser, même si tu les suis. Si ils ne sont pas dans un bon environnement, ils ne rêvent pas grand, ils ne vont pas arriver à bon port. D'accord. Abdoul Dambélé, est-ce que c'est aussi facile ce que Tangara propose? Peut-être que cette responsabilité devait revenir au club d'avoir des conseillers pour les joueurs. Est-ce que des joueurs comme ça peuvent avoir eux-mêmes des conseillers qui ne seront pas là à travailler gratuitement pour eux quand même? Déjà, quand on veut jouer au haut niveau, le joueur doit avoir un staff autour de lui. Ce staff-là, je peux dire c'est l'agent, c'est son agent qui doit constituer ce staff. Comment est-ce que le joueur doit s'alimenter, comment il doit faire ses entraînements individuels pour tenir bon physiquement, éviter les blessures. L'hygiène de vie compte beaucoup. Au Mali, très généralement, on voit que les agents au niveau des jeunes cherchent seulement à vendre les joueurs. Ces jeunes aussi, ils n'ont qu'un seul objectif en ce moment. Comment partir en Europe. Là, je rejoins Tangara. Il a été clair. Maintenant, la vie, c'est un objectif. L'objectif, pour pouvoir l'atteindre maintenant, c'est comme c'était un escalier. Chaque pas compte pour arriver au sommet. L'objectif-là, on n'impose pas ça à un joueur. On n'impose pas ça à quelqu'un. Je dois l'avoir. Ça doit être quelque chose qui est dans ma tête, matin, midi, soir. Je dors avec, je me réveille avec. Alors, il faut que les joueurs maintenant, pour qu'un joueur puisse avoir maintenant cette mentalité, c'est au niveau de son agent, au moins, ou bien dans la famille, quelqu'un qui peut le conseiller. Très généralement, c'est devenu un phénomène chez nous. Quand même on a 5 ans, quand on commence à gagner quelque chose, il est très difficile souvent de dire à cette personne certaines vérités. Je pense que cette situation est devenue comme
une maladie chez nous. Il faut qu'on change. Il faut que l'environnement de ces jeunes-là, quand on a un talent, il faut qu'on essaie maintenant d'encadrer, de conseiller. Et je prends l'exemple sur le cas d'un ancien, je vais taire le nom. On me l'a dit, avant qu'il soit professionnel, son père suivait le joueur de l'entraînement. La nuit, il partait chercher son fils au grain, l'obligeait à dormir. Même pratiquement, le joueur, je peux dire, il a eu un gros contrat, mais il n'a pas fait une grande carrière à cause des multiples blessures. Souvent, les parents, nous, notre éducation traditionnelle, on est là, les parents, quand on est gosse, le parent, souvent, on doit crier aussi sur les enfants pour qu'ils prennent le droit chemin. Il faut qu'on essaye d'être des parents exemplaires, suivre les jeunes, même si c'est l'enfant qui prend en charge la famille avec les sous qu'il gagne en jouant au foot. Il faut qu'on ait maintenant un œil vigilant sur l'enfant. D'accord. Je pense qu'être le premier conseiller du joueur, ça doit être la famille d'abord, les parents. D'accord. Suleiman Bobo Tungara, on termine avec vous. L'encadrement, le suivi, comme tout ce que viennent de proposer Dembélé et Tangara, est-ce que vous pensez que ça peut être suffisant pour ne pas perdre des talents? Oui, ça peut être suffisant, mais d'abord, il faut que, comme ils l'ont dit tous les deux, il faut que l'enfant même soit ambitieux. C'est extrêmement important. C'est ce qui manque à nos jeunes. Vous allez remarquer que pratiquement toutes les générations qui sont passées, à chaque fois, ces générations-là, à chaque fois qu'ils se retrouvent, elles se retrouvent en Europe, perdent complètement le fil de leur carrière sportive au profit de la vie ou bien de leur vie, leur avenir. C'est vrai que nous sommes dans un pays où c'est très important pour un enfant ou bien pour quelqu'un de réussir. C'est très important la famille, c'est très important les parents, de faire quelque chose pour les parents. Tout ça, c'est vrai. Mais quand on est sportif, et surtout quand on est sportif de haut niveau, quand on a des ambitions sportives, on met les ambitions sportives au-dessus de tout. Ça, c'est extrêmement important. On a beaucoup de joueurs aujourd'hui de classe mondiale qui sont devenus des multimilliardaires, qui ont remporté des Coupes du Monde. Ces joueurs-là ont joué dans la même catégorie que certains Maliens qui, à l'époque, les Maliens étaient 2 fois plus forts qu'eux. Mais après, leur chemin s'est brusquement arrêté, tout simplement parce que d'abord, le joueur manque d'ambition. Pour moi, c'est ça la première explication. La deuxième explication, là, je suis parfaitement d'accord avec ce que mes 2 collègues ont dit, c'est l'environnement. Il faut que les parents jouent leur rôle. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où les agents ne cherchent que de l'argent avec les jeunes. Les agents, ils s'en fichent pas mal de la carrière du joueur. Et ils cherchent à vendre seulement les jeunes un point barre. Il y a un étranger qui a fait vraiment la meilleure expérience ici. Il a formé beaucoup de joueurs maliens. Et il leur a donné vraiment tous les fondamentaux de départ. Comment est-ce qu'un joueur... Mais il leur interdisait même de rouler sur les motos. Et à chaque fois qu'un joueur faisait ça, il le renvoyait directement. Et ce sont les agents même qui poussaient les joueurs à venir à l'entraînement sur moto pour que le joueur se fasse à renvoyer et qu'ils puissent les vendre. Donc vous voyez un peu, il faut que les parents aussi jouent leur rôle dans ce sens-là. L'enfant à un certain niveau a besoin vraiment de suivi parental parce que l'éducation commence d'abord par la famille, ensuite la rue, l'école. Et le reste, maintenant, ça va. Mais quand le parent a peur de l'enfant, ou bien quand le parent ne s'occupe pas de l'enfant, le laisse faire ce qu'il veut, c'est pas bon, surtout pour les sportifs. Je pense que c'est extrêmement important que ces enfants-là soient suivis par leurs parents, que ces parents-là soient capables de dire à l'enfant, non, ça là, tu ne peux pas le faire dans ma famille, ça ne se fait pas dans ma famille, ou tu quittes ma famille, ou bien tu fais comme ça. C'est très important. Il y a un grand joueur, moi aussi je vais taire son nom, mais pendant toute sa carrière, il avait quelqu'un dans son dos. Et c'était un frère à lui, ce n'était même pas sa mère ou son oncle ou son père, mais son frère, qui l'amenait à l'entraînement, qui l'obligeait à dormir à l'heure où il doit dormir. Mais ce joueur-là est devenu vraiment, je peux dire que c'est l'un des joueurs les plus grands joueurs de l'histoire du football malien. Il a tué dans sa carrière. Ce n'est pas la peine de dire son nom. Donc, le suivi est extrêmement important. Ces enfants-là qui viennent de participer à la Coupe du Monde, de grâce, moi, je demanderai à leurs parents vraiment de veiller sur eux. C'est très important.
ce n'est pas seulement avec les encadreurs que ces enfants-là vont avoir de bonnes conduites. Il y a aussi la famille. À chaque fois qu'ils viennent à la maison, qu'ils aient des contrats ou pas, en tout cas, il faut que les parents aussi jouent leur rôle d'éducateur. C'est très important. D'accord, cela est bien compris. C'est ce qui met fin donc à ce grand dialogue qui parlait aujourd'hui. Nous faisons le bilan du parcours des cadets maliens au mondial U17 Indonésie 2023. Le Mali qui a été classé 3e après sa victoire sur l'Argentine, 3-0. Nos invités étaient Suleiman Bobo Tungara, Abdul Dambele et Yacouba Tangara, tous des journalistes sportifs. Ce débat a été réalisé grâce au concours de Mamadi Keïta à la régie vidéo et Ibrahima Sanogo a été au son. Sekou Gadjigo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres grands dialogues.